Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au balado du bulletin d'information allié. Je suis en présence de Cassie. Salut Cassie, comment tu vas ce matin? Eh bien, ça va super bien. Et toi, Ouais, Estelle? ça va très bien. Juste à titre de rappel, on commence une série de balados de 5 épisodes, Cassie, et on va parler de peut-être technique, de réflexion aussi, d'intervention dans certains différents milieux, finalement, où les jeunes de la communauté LGBTQ+, peuvent se retrouver, fait à peu près partout, là, finalement. L'épisode d'aujourd'hui traite du milieu familial, donc le grand concept de la famille, qui est somme toute une thématique peut-être un peu plus sensible que les autres qu'on va aborder, quoique sont tout aussi sensibles. Mais dans la série de balados, on va parler donc de la famille, on va parler du milieu de la santé, on va parler du milieu sportif, on va parler aussi du milieu de l'enseignement et de la présence en ligne. Ça va être un épisode, je pense, qui va être vraiment intéressant, Cassie, où on va parler de l'univers numérique. Mais t'es qui, Cassie? Hey! La grande question c'est ça, matin. on part-tu une heure? Je suis intervenante en sexologie, intervenante de milieu, dans le fond, dans le nord de l'île. Je fais l'éducation à la sexualité. J'aime beaucoup réfléchir sur les enjeux différents entourant les questions de la sexualité. J'adore parler avec les gens, offrir de l'information. T'es comme un peu une intervenante... comment je dis ça? Tu sais, un peu genre, tu sais, comme les canifs suisses aussi, là. Le travail de milieu t'oblige à avoir des skills quand même pluriels. Oui, effectivement. Puis, tu sais, il y a plusieurs organismes communautaires à Montréal qui font de l'éducation à la sexualité. Puis, ils ont toutes des approches différentes. Et moi, où est-ce que je travaille, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on est attaché à des écoles. Fait que, contrairement à d'autres organismes qui arrivent, qui donnent de l'information, puis qui est comme, hey, super cool, bye. Mais moi, je suis là à temps plein. Fait que je deviens aussi une intervenante comme dans le quotidien des jeunes. Puis oui, je crée le lien à travers l'éducation à la sexualité, mais au final, il y en a plein qui viennent me voir juste because I'm me, puis je suis là tout le temps. Ouais. Puis c'est quelque chose que tu entends parler souvent, j'imagine, aussi, tout l'univers familial, les enjeux familiales, les bons coups comme les mauvais coups, malheureusement, puis tout ce continuum-là. Fait que c'est vraiment nice parce qu'aujourd'hui, on va parler de ça. Puis pour nous remettre dans le bain, en fait, on va aller visionner le sketch de l'épisode 1 du bulletin d'information. Puis dans ce premier épisode-là, juste dire, le Mixmaniac ouvre l'épisode avec de l'humour, comme d'habitude, hein, sur les thèmes des familles choisies, recomposées et queer. C'est un souper familial qui est fictif et qui met en scène les maladresses et les apprentissages aussi entourant l'accueil d'une personne non-binaire. Donc, entre rire et inconfort, les enjeux du soutien parental sont abordés avec justesse et l'épisode se termine par une entrevue avec Charles-Antoine Thibault sur l'impact du soutien familial chez les jeunes trans et non-binaires. Moi, je suggère à tout le monde d'aller écouter l'épisode complet. Mais juste pour l'instant, on s'en va écouter le sketch. Bonne écoute. Veuillez accueillir votre animatrice préférée, Mixmaniac! Re-bienvenue au bulletin d'information allié. Si les woke ont déconstruit une affaire, c'est bien la famille. Famille homoparentale, famille choisie, famille sans père, famille sans mère, famille triparentale. Hey, il y a vraiment occupation trouble dans la famille. Il y a une étude québécoise qui a démontré récemment que le soutien familial peut être complètement bénéfique au développement des jeunes trans. Ça a de l'air là, que des soupers de famille pas malaisants, ça se passe maintenant. C'est un beau souper, ça? En plus, avec la belle visite, mon amour. Oh oui! Cheers à ça! Cheers! Mais cheers à Gabriel. Cheers, Gabriel. Excusez les filles, je vous ai pas demandé, mais vous êtes végé, là? Parce que là, c'est le saumon que Marie-Chantal nous a ramené. Non, mais on essaie de moins manger de poisson. Ah, on ferait bien, nous aussi. Mais oui. Ah ouais. Excusez, je suis un peu nerveux, là. Mais c'est parce qu'on avait pas hâte de rencontrer la blonde de notre fille. Non, la nouvelle partenaire de notre fille. Ah, oups. Excuse-moi, Gabriel. Tu sais, c'est parce que, tu sais, on est super ouverts, là. Mais je voudrais pas avoir l'air d'un OK boomer, là, mais
Quand on doit te complimenter ou parler de toi à quelqu'un, on dit quoi? Ça dépend des gens. Mais moi, vu que je suis non-binaire, tu peux utiliser d'autres mots que beau, belle. Tu peux dire que je suis magnifique. OK. Ou me complimenter sur quelque chose de plus spécifique, comme j'aime tes cheveux, ta personnalité. Moi, j'utilise les pronoms yel, des them en anglais. Fait que tu fais juste remplacer le il ou le elle par yel. OK. Tant qu'au lieu de dire c'est à elle, je dis c'est à elle. Ouais. Ça. C'est pas bien compliqué. Non, c'est pas compliqué. Tout est bien qui finit bien, en fait, dans cette capsule. On est quand même assez heureux. Je suis avec Charles-Antoine Thibault. Bienvenue à Allier. Merci de l'invitation. Charles-Antoine, tu es impliqué auprès des jeunes trans non-binaires de différentes manières, notamment avec l'OBNL Jeune Identité Créative. Est-ce que tu as déjà été témoin dans le cadre de ton travail de ce genre de situation-là? Mais c'est définitivement des situations que les jeunes nous ont rapportées de différentes manières, principalement de se sentir en asynchronie avec le parcours de leurs parents. Donc, par exemple, eux, ils vont avoir réfléchi sur le genre depuis très longtemps. Puis pour les parents, ça peut être nouveau pour eux quand le jeune va dévoiler une identité de genre autre que cisgenre. Et donc, ils arrivent dans des réflexions de genre pas au même rythme que les jeunes. Tu nous disais plus tôt aussi que l'école, parfois, ne va pas donner ce soutien-là aux jeunes trans, à des jeunes trans. Et donc, le soutien familial est important aussi. De quelle manière il peut l'être? On a remarqué que les parents étaient quand même essentiels pour démarrer maintenir la communication avec l'école. Chaque jeune a des besoins un peu différents, donc c'est super important pour les parents d'aller vers les écoles, mais aussi pour les écoles d'être ouverts à cette discussion-là aussi avec les parents pour voir quels sont vos besoins puis comment est-ce qu'on pourrait adapter l'environnement scolaire pour mieux répondre aux besoins des jeunes. Même dans la communication intrafamiliale aussi, j'imagine. Absolument, absolument. On voit que les jeunes ont besoin des parents pour aller chercher l'information qui est adéquate. Qu'est-ce que c'est? À quels soins je pourrais avoir accès? À quels soins j'ai pas accès? Les aider dans les discussions avec les médecins si jamais les jeunes veulent rechercher des soins. Puis aux parents qui nous écoutent ce soir, Charles-Antoine, aux parents, tuteurs, tutrices qui nous écoutent puis qui savent pas quoi dire à leurs jeunes, qui se questionnent par rapport à son identité de genre, tu leur dis quoi? Je leur donne comme conseil, d'abord d'être ouvert à la discussion puis de toujours demeurer, poser des questions à votre enfant, l'accueillir quand il vient vous parler. Puis ça, c'est nécessaire de façon constante, mais il y a aussi plein de ressources qui existent en tant que parent. Aller les chercher, les groupes de soutien. Jeunes Identité Créative en est un exemple, mais la Coalition des familles LGBT, il y a plusieurs ressources que vous pouvez aller chercher pour vous-même prendre la responsabilité de vous éduquer pour mieux soutenir vos enfants. Donc, de leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls, en fait. Absolument. Il y a des communautés, il y a d'autres parents qui vivent les mêmes choses. Puis, je dirais aussi que c'est normal de vivre des émotions. On veut pas... On parle souvent de parents soutenants ou non soutenants, mais c'est pas du tout... Oui, exactement. C'est pas on a le droit de vivre toutes les émotions. Absolument, c'est normal. Tous les parents nous parlent des difficultés qu'ils vivent au départ avec le dévoilement. C'est vraiment normal d'avoir besoin de temps, d'avoir besoin de se créer une communauté, d'avoir besoin de s'éduquer pour pas se sentir coupable. Merci, Charles-Antoine. Merci à toi. Et voilà, c'est la fin de notre épisode. Si vous êtes dans une famille choisie, biologique ou même dans une famille de personnes qui volent dans votre frigo, c'est pas grave. Tout ce qu'on veut sur le menu, de toute façon, c'est du respect. Et on va mettre les préjugés au compost. Hein? Ouais. Je vous dis à la semaine prochaine, à un prochain bulletin d'information Allier. Donc, ouais, c'est une situation familiale qui est quand même assez loufoque, mais on voit que c'est pas quelque chose, Cassie, qui est pas fréquent non plus, le mégenrage. Hein? Comment tu perçois cette capsule-là? Comment tu vois l'effort ou le manque peut-être d'effort des deux pères par rapport à tout ça? Tu sais, je pense que c'est quand même une erreur commune parce que déjà, il y a de la nervosité qui rentre en compte, puis je veux dire, faire un lapsus, ça arrive à tout le monde dans la vie.
tu sais, dans les meilleures pratiques, ce qu'on suggère bien souvent, là, quand on mégenre quelqu'un, c'est de juste faire « Hey, désolé, qu'est-ce que tu veux dire? » Puis on poursuit là-dedans. Puis je pense qu'on y a été quand même dans cette direction-là. Il faut juste quand même faire attention de ne pas trop tomber dans la justification en mode genre hey, non, mais excuse-moi, cool. tu sais, je suis cool, mais genre, tu sais, je sais pas. Souvent, c'est que ça crée aussi une situation où est-ce que la personne doit comme te rassurer. Puis ça devient lourd. Écoute, tu sais, c'est juste de comme s'excuser, reprendre puis passer à autre chose souvent. C'est ça qu'on suggère. T'sais. Ouais, puis moi, ce que je trouve qui est intéressant dans... Tu sais, l'erreur est là, tu sais, dans le sens où c'est comme, oups, on s'enfrage. Moi, ce que je trouve intéressant du père, de ce qu'il décide de faire, c'est de dire... OK, tu sais, et donc, comme quand je dois parler de toi à d'autres personnes, puis ça, c'est hot, parce que c'est rare que les gens prennent le temps de statuer ça, tu sais, comme, moi, je veux pas refaire cette erreur-là, même à l'extérieur, même quand t'es pas en ma présence, comme la partenaire de mon enfant. Donc, qu'est-ce que je peux dire, tu sais? Là, à ce moment-là, c'est super nice parce qu'on ouvre le dialogue, mais on entend souvent aussi les jeunes queer dire « ça me tente pas tant non plus de devoir éduquer les adultes à ce sujet-là ». Mais là, on voit que c'est quand même réfléchi, puis amené, puis discuté quand même de manière très ouverte, puis même positive, là, de ce que je peux en conclure aussi. Là, du moins, moi, c'est mon interprétation. Absolument. Mais c'est comme, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de pousser même plus loin. Puis je trouve que ça renvoie quand le père dit justement, moi, je vais t'expliquer finalement que quand je vais être à l'extérieur, ben je ferai plus les mêmes erreurs. Tu sais, il y a comme quelque chose de vraiment rassurant. Puis tu sais, des fois, c'est dans les choses non verbal un peu, ou dans les... Tu sais, le non-verbal, c'est comme soit ce qui est sous-jacent dans ce que la personne dit, qui est comme rassurante. Puis, tu sais, je sais pas si c'est intentionnel du père de dire ça comme ça, mais tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de potentiellement rassurant aussi pour la jeune, tu sais, à ce moment-là. C'est quand même genre dans la bienveillance, puis c'est important d'être transparent aussi, parce que souvent, le malaise peut... juste être là parce qu'on essaie d'avoir des meilleures pratiques, mais on n'ose pas nommer l'éléphant dans la pièce comme ça, je manque d'informations. Puis, hey, être honnête dans la vie, là, ça part, là, ça aide. Ouais. Exactement. Hop! J'en perds mes moyens. Et donc, être honnête. Oui, ça aide à créer un lien de confiance aussi. Oui, vraiment. Puis, tu sais, quand on regarde cette situation-là, c'est sûr que, là, dans le contexte, les parents de la personne, c'est une personne cis, tu sais. Mais là, aujourd'hui, tu sais, on va quand même parler plus de la parentalité associée à des jeunes, mettons, qui seraient queer ou non-binaires et trans. Tu sais, je pense que potentiellement, il y a une différence aussi dans le fait d'être parent d'un enfant non-binaire et ou trans, dans le fait d'être le parent d'une personne qui est lesbienne, gay, bisexuelle, etc. Mais ça reste quand même intéressant de parler de sa posture, quelle qu'elle soit. Tu sais, là, dans le contexte, ils sont comme des beaux-pères. Tu sais, c'est comme première rencontre, tu sais, ça fait du bien aux personnes, tu sais, queer, aux jeunes queer, d'ouvrir cette idée-là, puis de dire comme, OK, tu sais, comment je vais être accueillie dans ma belle famille, tu sais. Oui, ça, c'est comme un autre contrat, mais c'est tout aussi important. Effectivement. Cassie, toi, tu travailles donc dans un milieu scolaire qui est une école, dans le fond, de 16 à 21 ans. Fait que ça, c'est super, c'est vraiment nice parce que c'est comme une population qui est plutôt vieillissante, assez mature, etc., qui ont de la résilience déjà, qui ont comme une identité assez forgée. Comment tu pu percevoir, tu sais, auprès des jeunes queer, par exemple, leur lien, leur rapport avec leurs parents, mettons, comment tu le perçois, comment tu l'as
reçu ce Mais lien-là? je pense qu'il y a vraiment une pluralité d'expériences. Il y a des jeunes qui ont vraiment des parents soutenants. Il y a des jeunes que pas du tout, puis qui vont avoir comme peut-être un parcours justement à travers le système de la DPJ. À cause de ça, je vois vraiment tous les extrêmes de la situation. Autant des super belles situations où est-ce que il y a de la bienveillance, ou des fois, comme que des parents sont un peu maladroits, puis j'ai des parents qui sont venus me parler pour poser des questions. Ça, c'est great. Pas par rapport à leur enfant précisément, mais pour avoir de l'information sur le queerness. Hey, ça, c'est génial. Ouais. De pas, justement, d'aller chercher des ressources, là, c'est Exactement. comme très gagnant, là. Avant de poursuivre, je pense qu'il faudrait peut-être définir ce qu'on veut dire par queer, parce que je sais que c'est pas le mot que tout le monde est à l'aise d'utiliser. Moi, j'ai l'impression... Quand on parle de queer ensemble, toi puis moi, on parle de personnes dont l'orientation ou l'identité sexuelle ne correspond pas au modèle dominant. Ouais. Fait que, basically, c'est un mot valise. Plusieurs personnes peuvent s'identifier comme queer, mais ils n'ont pas nécessairement la même vision de leur sexualité ou leur identité de genre. Tout à fait. Allons-y pour ça. Jeune Let's queer au pluriel, puis jeune non-binaire trans aussi. Allons-y pour ça. Tout à fait. Mais tu disais que des parents étaient venus te poser des questions, puis ça, là, je trouve que c'est la valeur ajoutée, évidemment, à ton travail de milieu. Je pense que les gens savent où te retrouver. Fait que ça, il y a comme quelque chose de le fun. Mais il y a quelque chose de fort et de puissant dans le fait de juste prendre un moment en tant qu'adulte pour aller chercher ses propres réponses. Je pense que c'est une des choses que les jeunes queer, souvent, tu sais, moi, j'avais remarqué en intervention, même dans des classes d'éducation à la sexualité, que les jeunes étaient comme un peu à bout de devoir s'expliquer, se justifier à leurs parents, quand au final, ben, tu sais, moi, je le savais, puis toi aussi, tu le sais en tant qu'adulte, que, tu sais, c'est pas vraiment leur job à faire. Mais non, effectivement, parce que le travail d'un adolescent, c'est de se développer en partant. Fait qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent en dedans d'eux, puis même hors du queerness, là, c'est vraiment compliqué d'être un ado. C'est pas facile, tout arrive en même temps. Et là, t'es là en train d'essayer de te définir en tant qu'individu, t'es en train d'explorer ta sexualité comme n'importe quel ado, en fait. Absolument. Mais là, en plus, c'est que t'as le layer de plus d'être somehow dans le queerness, ce qui est pas nécessairement la norme dans notre société. Et puis là, en plus, quand t'as des parents là-dedans, qui rentrent là-dedans, qui sont un peu au désespoir, puis comme pas outillés. Je dis désespoir parce que dans le sens, ça fait peur, les choses qu'on connaît pas. Ah oui, oui. Et là, il y a comme un renversement de la balance parce que, tu sais, le parent, il est là pour te soutenir, t'encadrer, t'offrir de la sécurité, mais où est-ce que le jeune doit offrir ça à son parent tout en essayant de définir ce qu'il est lui-même. Puis des fois, là, c'est pas tout au même niveau. Non, puis à l'adolescence, on n'a pas les mots pour définir qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se passe. T'sais, il y a un développement vraiment genre neurologique aussi. Là, on est en train de grandir biologiquement et physiquement. On est en train d'avoir comme peut-être un accès plus intense et intensifié de notre conscience aussi, de nos valeurs, de des sensations nouvelles, peut-être de des attirances de plus en plus concrètes. C'est vraiment dur de nommer des sensations, là. Donc, de devoir, effectivement, c'est un bon point ce que tu dis, de devoir déjà l'internaliser, tu sais, ce changement-là, puis ces valeurs-là, ou cette identité-là qui est en train de se bâtir, c'est déjà comme un travail qui est complexe. À temps plein. Puis, tu sais, même, il y a des adultes, mettons, qu'on croise encore comme personnes qui avons étudié en sexo, tu sais, qui sont toujours en train de définir, tu sais, des parties d'eux ou d'elles ou d'elle, tu sais, dans leur sexualité. Fait que je pense qu'il y a comme... ce qu'on dit aussi en ce moment, c'est comme si le fait que des parents aient cherché leurs propres ressources, c'est de laisser l'espace finalement aux jeunes ou à la jeune de faire ce méga bout de chemin-là, puis de réfléchir pour elles. Pour eux-mêmes, finalement. De laisser les jeunes réfléchir à ça, de se développer à leur rythme, c'est ça que ça permet de ne pas devoir tout le temps leur demander confirmation puis affirmation de leur sexualité au sens très large, finalement. Je pense qu'il y a comme quelque chose d'intéressant aussi dans le fait d'être un parent qui va chercher de l'information, même juste si quand ça arrive, mais mettons, si le parent se questionne, tu sais, je pense que c'est important de comme aller chercher des ressources plus rapidement qu'on pense.
Puis de parler avec des intervenants et des intervenantes Mais comme oui. toi, par exemple. Puis, tu sais, je pense aussi, l'accès à l'information se fait pas au même niveau. Puis comme, surtout nos jeunes, ils ont vraiment une facilité plus grande à aller chercher de l'information puis tout ça. Puis il y a tellement d'identités qu'ils peuvent explorer grâce à l'Internet, où est-ce que ça vient vers eux, alors comme à l'époque, si tu étais quelqu'un de queer dans ton coin, à moins de rencontrer d'autres queers, c'était vraiment difficile de savoir qu'est-ce que tu vivais. Fait que là, les jeunes sont 100 000 à l'heure en train de comme explorer plein d'affaires en même temps. Puis je pense aussi que des fois, il y a un décalage avec les parents que pour eux, wow, il y a beaucoup d'affaires qu'ils comprennent pas en même temps. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais que tu voyais puis tu observais vraiment un continuum là, de la présence parentale, du soutien parental ou même du rejet, là, finalement, parental. Quand on parle de rejet parental, on est donc souvent, tu sais, comme en situation aggravante, là, tu sais, sociale. Là, tu sais, on est vraiment comme dans des enjeux psychosociaux potentiels, le potentiel aussi de l'itinérance là, chez les personnes trans. Dans la même ordre d'idée, ce qu'on observe, mettons, chez les jeunes queer, en général, il y a quand même au niveau des statistiques, il y a des scores de bien-être général moins importants que chez les personnes hétéros et cis. Il y a un risque de violence transphobe, homophobe qui vient exacerber ces problématiques-là. Il y a un taux d'intimidation vraiment plus élevé envers les personnes trans. Il y a un taux de consommation plus élevé qui va être souvent résultat de ces traumas-là qui existent. Puis là, quand je dis plus élevé, ça ne veut pas dire que toute personne consomme, mais il y a un risque plus grand. Oui, c'est ça. Moins d'estime de soi. Puis effectivement, avec le rejet parental ou genre l'accumulation de tous ces enjeux-là, plus de risques vers l'itinérance. Puis là, encore une fois, on peut aller jusque dans la direction. Les ressources pour les personnes en situation d'itinérance ne sont pas nécessairement inclusives au niveau du queerness aussi. Exact. Fait que, tu sais, comme ce portrait-là aussi, tu sais, il est comme, tu sais, j'ai envie de dire que c'est dévastateur. Puis c'est un peu pour ça qu'on fait aussi un podcast pour parler aux parents, puis d'essayer de faire comprendre ou de faire réfléchir du moins à l'importance du soutien familial, mais aussi de tout le filet social. D'expliquer que pour les jeunes non-binaires et ou trans, ça se peut que le filet social n'est pas à la même hauteur qu'un autre jeune ou qu'une autre jeune qui serait cis, en bonne santé, qui n'aurait pas des enjeux peut-être de violence intrafamiliale, etc. Puis violence ou pas, là, tu sais, intrafamiliale, ça veut pas dire que, tu sais, que les jeunes auraient moins de besoins, mettons, mais ça reste quand même qu'il faut essayer de comprendre qu'au-delà de, mettons, son propre rapport en tant que parent au jeune ou à la jeune, ben il y a des conséquences au-delà du milieu familial. Puis c'est un peu ça qu'on est en train de dire. Exactement. De dire que, tu sais, le filet social n'est pas le même pour tout le monde. Puis pour les jeunes queer et trans ou non-binaires, on est là-dedans. On est dans... Il y a bien des trous dans la toile qu'on essaie de lancer. Puis on essaie, tu sais, en intervention de régler ces gaps-là, tu sais, comme contrer ça. Tu parlais de la DPJ tantôt, puis tu disais comme ça va jusque-là, tu sais. Quand on parle de rejet familial, c'est quoi... C'est, tu sais, autre que ceux qu'on a nommés tout à l'heure, c'est quoi les impacts réels, mettons, émotionnels chez les jeunes? Tu sais, toi, en plus, tu es en milieu scolaire, qu'est-ce que tu peux percevoir? Est-ce qu'on voit une fatigue? Est-ce qu'on voit comment les jeunes se présentent? De quelle manière? Est-ce qu'ils sont libérés de, tu sais, de plus être sous le, je sais pas, moi, le joug parental ou il y a comme quelque chose, tu sais, d'infiniment blessé, là? Tu sais, on est où là-dedans pour les jeunes? Encore une fois, c'est du cas par cas. Tu sais, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une détresse qui peut être associée à ça. Il y a aussi le fait comme que ça te force à grandir trop vite. Je veux pas, quand tu commences à naviguer le système des centres jeunesse ou des foyers de groupe puis de tout ça, mais souvent, tu vas être porté à devoir... t'autonomiser vraiment plus rapidement. Oui, on peut voir ça comme quelque chose de bien, l'autonomie, mais en même temps, est-ce qu'on serait obligé d'aller vers là? Puis aussi, ça peut donner des barrières à l'accès aux soins, autant comme le système peut faciliter l'accès aux soins, mais aussi le rôle d'un parent pour un jeune queer, trans, non-binaire, c'est aussi de jouer un rôle d'avocat pour cet enfant-là, bien souvent. Puis, genre défense de droit? Ou, oui, exactement. Tu sais, comme, mettons, le parent, il est là pour
mettons, un parent soutenant, il est là pour faciliter l'accès aux soins transaffirmatifs. Il peut aider en offrant un soutien psychologique, autant en allant chercher des ressources, mais en étant aussi le filet de sécurité à la maison. Ouais. Ça va pas, dans tes autres milieux, tu subis des violences, puis tout ça, mais au moins, tu es en sécurité chez toi. Ça aide le bien-être général. Puis quand je parle aussi d'avocat des droits, ben c'est autant au niveau de la santé qu'au niveau scolaire. S'il y a des enjeux à ton école, ben souvent, là, on espère qu'il y a des intervenants qui sont là pour toi, mais aussi ton parent peut être la personne puis venir faire « Hey, ça n'a pas rapport, voici ce qui se passe, il faut changer ça. » Au niveau du sport aussi, le parent peut venir se plaindre à l'entraîneur, venir se plaindre à la ligue s'il y a des choses qui est là. Oui, le jeune On a un pouvoir d'agir. Là. Ils ont un pouvoir d'agir. Ils peuvent faciliter. Parce que, oui, le jeune pourrait tout faire lui-même, mais est-ce qu'on lui souhaite ça? Pas vraiment. Non, puis je pense pas que c'est possible. Tu sais, je pense pas que comme il y a un moment donné où il y a, tu sais, la liste qui a été énumérée tantôt, tu sais, c'est aberrant, là, c'est insoutenable de devoir porter toutes ces violences, qu'elles soient insidieuses ou tangibles. Tu sais, on parle d'intimidation. Tu sais, cette intimidation-là, si elle commence à la maison, il va y avoir des lacunes encore plus grandes. Là, parce qu'on le sait, comme tu dis, il y a la possibilité réelle, là, tu sais, des discriminations. Tu sais, on va pas partir dans la polarisation des pensées, mais tu sais, il y a beaucoup de haine. Tu sais, il y a une grande montée de la haine, tu sais, dans nos milieux dans nos milieux intimes, mais dans nos milieux publics aussi. Et donc, il y a une valeur. Il y a vraiment une valeur associée à être un parent d'un jeune ou d'une jeune qui est queer, qui est trans, qui est non-binaire. Puis, on sait comment ça peut être difficile d'accueillir un changement ou une marginalité. Genre, les humains, on apprend souvent à avoir peur de la différence. T'sais. Effectivement. On se complaît à l'idée que comme la différence, c'est vraiment dangereux, mettons, pour nous individuellement, mais c'est pas vrai du tout. Puis même que j'ai envie de... Tu sais, moi, une des choses que j'aime dire en tant que sexologue, tu sais, aux parents, aux adultes, c'est comme... Hey, tu sais, des enfants queer, là, mettons, là, c'est comme une... C'est comme un enfant qui ne l'est pas, là, mettons, ou un ado qui ne l'est pas. Chaque humain est un potentiel en or. Tu sais, chaque humain, là, c'est comme un trésor qui ne mérite que d'être ouvert, tu sais, genre. Puis c'est un peu ça aussi, tu sais, pour les personnes queer. Mais je me dis, hey, tu sais, il faut être capable de se mettre un peu de côté pour venir en aide aux jeunes ou à la jeune pour qu'il développe son plein potentiel, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre, tu sais. Effectivement. C'était... Puis, ouais, c'est sûr qu'on est comme... On est dans le deep core, parce que c'est ça aussi, la famille. Tu vois, on est parti de la famille, puis tout de suite, on est déjà dans les autres milieux. Puis c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, le milieu familial, puis j'en parlais avec les scénaristes de la campagne de sensibilisation, bulletin d'information alliés, puis j'étais comme, tu sais, est-ce que les parents sont vraiment... ou les tuteurs, tutrices sont vraiment des intervenants et des intervenantes, tu sais, au sens propre? Puis là, je pense que les jeunes étaient comme, on n'a pas le choix de parler des parents parce que c'est le core, c'est les premières personnes qui vont réagir à l'orientation sexuelle, qui vont réagir à l'identité de genre. Mais c'est vrai que c'est un grand rôle, sachant que les parents se sont fait quand même une projection. Ouais. Parlant de projection, comment on peut aider des adultes qui se sont fait une idée de qui allait être leur enfant ou qu'est-ce que leur enfant allait vivre. Comment on approche ça, mettons, en intervention? Si on avait à parler avec des parents là, qui vivent ça, puis qui sont comme désemparés, qui ne savent pas quoi faire, finalement. Tu sais, c'est vrai que le gap entre l'enfant réel puis l'enfant rêvé, ben ça fait peur, ça fait mal. Puis il y a plusieurs cas de parents. Il y a des parents qui sont ultra soutenants, puis il y a des parents qui vont tomber dans l'angoisse aussi à cause des stéréotypes qu'ils connaissent. Nécessairement, les personnes trans vivent plus de violence, donc mon enfant est tout le temps dans un danger imminent. Ça, il y a des parents qui vont réagir comme ça, qui vont comme compenser dans l'autre sens. Puis c'est tellement angoissant pour eux, là, c'est pas plus le fun pour les parents. Puis ce que j'aime dire aux parents qui se questionnent par rapport à leurs jeunes,
Tu sais, moi, je suis pas l'intervenante des parents, je suis plus un lien avec à l'école, fait, tout tout à ça. fait. Mais c'est d'aller chercher de l'aide pour eux-mêmes, Ouais. pour recevoir du soutien pour leurs propres angoisses, pour leurs propres questionnements, juste pour se sentir bien là-dedans, parce que eux aussi, ils vivent des affaires. Aussi, ça a un impact sur leur milieu familial, s'il y a des choses qui se passent à l'extérieur. Ouais, Puis vraiment. tu sais, le milieu familial, c'est aussi une grande sphère d'intimité. Tout à Puis, fait que les choses vont souvent, les émotions vont être là. Tu sais, quand tu es dans un milieu public, là, tu prends le bus, ton émotion est en dedans de toi, mais est-ce que tu vas nécessairement la verbaliser? Pas nécessairement, mais chez vous, c'est là que tu vas comme la laisser sortir. Ouais, Fait que qu'est-ce que tu qu'on vas te fait? permettre, hein? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de cet espace-là? Là? Ouais. C'est une très bonne question. Je pense que c'est des questions qui méritent comme réflexion, tu sais, aux personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être parents de jeunes queer ou d'enfants trans ou non-binaires. Puis je pense que on est capable aussi, puis tu sais, ça, c'est vraiment un de mes messages dans les dernières années, mais on est capable collectivement aussi. Il faut essayer de se percevoir, les humains, tu sais, dans un groupe. Je pense qu'il faut rappeler aux gens, genre, comme en tant que parents d'enfants, exemple trans non-binaire, vous n'êtes pas les seuls parents qui vivez cette expérience-là, déjà d'une part. Oui, mais ça, effectivement, dans les études, c'est quelque chose qui ressort, le besoin de communauté des parents, qui est souvent pas répondu parce qu'on va être souvent dans le sentiment d'urgence de comme soutenir notre enfant. Mais comme aussi le fait d'être pris en charge, de connecter, de parler de ça avec des gens qui comprennent. Oui, vraiment. Puis que ça soit normalisé, tu sais, ça fait du bien. Mais oui, les groupes de discussion, les groupes de pères aidances, là, c'est magnifique. C'est tellement, genre, ça marche tellement. C'est encore, on en parle encore, c'est scientifiquement, genre, on en reparle tout le temps en littérature de l'impact positif que ça a, que de jaser d'une même réalité avec un autre humain. Mais c'est exactement ce que je dis dans le fond. Il faut essayer de comprendre que l'expérience humaine, là, déjà, d'une part, tu sais, on la vit tous et toutes, là, sinon on serait pas là, tu sais, littéralement. Fait que le fait même, puis là, je tombe tout le temps dans la philosophie, je suis comme, parce que nous existons. Mais c'est vrai, tu sais, parce qu'on existe, genre, individuellement, ben on existe aussi collectivement. Puis ces énergies-là, puis ces rencontres-là peuvent être d'une grande richesse. Puis je pense que une des choses que j'ai envie de dire aussi aux parents, c'est de dire, hésitez pas à reconnaître les émotions qui vous habitent, tu sais. Oh my God, oui. Comme la peur, là, je pense que la peur est vraiment présente, l'angoisse, l'anxiété, le stress. Quand tu dis que, genre, il y a quelque chose qui flippe pour des parents, là, c'est vrai, là, il y a des parents d'enfants queer, d'ados queer, qui commencent à être comme, man, il est en danger, mon enfant est en danger. Puis le rôle d'un parent, c'est de protéger leur enfant. Fait que c'est comme ce que tu dis, c'est important de dire comme cette sensation-là d'urgence et de danger, il faut quand même aller, genre, la gérer, tu sais, soit dans des groupes de discussion, soit en intervention, etc. Mais c'est un sentiment qui est normal parce que c'est votre rôle, dans le fond, en tant que parent, de les protéger. Puis c'est beau, finalement. C'est juste que c'est très envahissant, c'est très difficile à vivre. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que quand on veut pas vivre des émotions négatives, bien, on projette. Tu sais, on dit, j'en veux pas de ces émotions-là. Fait que, genre, tu veux comme les lancer à l'extérieur. Mais je trouve ça beau quand tu dis, en public, ça se peut que tes émotions t'habitent. Dans l'intime, ça se peut que tes émotions ressortent. Mais je pense que les deux milieux, autant le milieu privé que le milieu public, tu sais, humainement, genre, faut comme trouver des stratégies pour verbaliser, nommer ce qui nous habite, tu sais. Ouais. Hein? Ouais, c'est ça. Un mot de la fin, peut-être, Cassie. Quelque chose de positif, mettons. Des expériences ou des choses que tu penses qui seraient positives à dire aux parents par rapport à la transidentité, la non-binarité ou le queerness de leur potentiel enfant? Il y a beaucoup de réflexions qui se fait par rapport à ça dans différents milieux. Puis ce que je vois, c'est qu'il va
avoir de la mise en action. Il y a des protocoles qui sont distribués dans les écoles, par exemple. Il y a des réflexions, des formations qui se donnent. Est-ce que c'est accessible par tous? Est-ce que tout le monde les suit? Non. Mais il y a des changements. Il y a un désir de rendre plus confortable les gens dans les milieux. Oui, c'est vraiment important. Puis, tu sais, il y a quelque chose qu'on essaie d'amener, évidemment, là, par ce balado-là, mais aussi par cette campagne de sensibilisation-là, c'est de dire, tu sais, on a tous et toutes un léger pouvoir d'agir par rapport à freiner, lutter et genre, un jour peut-être combattre et anéantir l'homophobie, la transphobie, tu sais, dans notre société. Puis j'ai envie de dire pourquoi c'est important en tant que parent d'être allié, mettons, des jeunes queer ou des personnes trans et non-binaires. C'est que le rapport violent que les gens ont à l'égard des personnes queer, de façon générale, c'est de la déshumanisation. Puis fort probablement que si vous écoutez tous les épisodes de podcast, c'est genre, parce que ça va être bon, tous les épisodes de podcast, vous allez m'entendre le dire à chaque fois parce que après 10 ans d'être sexologue, je peux vous dire que c'est ce que je constate. La haine s'inscrit dans une chose et une chose seulement, c'est le comportement de déshumaniser, c'est l'action de déshumaniser. Puis ce que tu viens de dire comme conclusion, c'est tout l'inverse. C'est de se mettre en action pour que la personne qu'on déshumanise ne le soit plus jamais. Puis quand on arrête de déshumaniser un type d'humain ou un type d'identité, ça bénéficie à tout le monde. Fait que si on est des alliés collaboratifs et collaboratives en tant que parents, là, dans le cas de cet épisode-ci, ben on est en train de faire quelque chose de positif pour nous, pour les personnes qui sont plus âgées, les personnes qui sont plus jeunes, les gens qui sont pas encore nés. Puis ben ça fait vraiment avancer une société que de faire en sorte que les droits humains, finalement, sont respectés. Effectivement. Ça serait cool, hein? Ben, je pense que tout on le monde est se sent capable! Yes! Cassie, merci tellement pour cet échange. Vraiment, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Sachez, tout le monde, que ce balado, c'est une production de Les Trois Sexes en collaboration avec Réservoir Audio pour l'enregistrement et le montage. Quel beau studio quand même. Nous sommes choyés. Le bulletin d'information allié est rendu possible grâce au soutien du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie du Secrétariat à la condition féminine du Québec. Et pour poursuivre la réflexion, ça, c'est une chose qui est importante. Rendez-vous sur les3sexes.com. Vous allez pouvoir y trouver les brochures pédagogiques qui sont associées avec ce balado, mais aussi la campagne de sensibilisation. Vous allez y trouver de l'information, des pistes de réflexion et évidemment, bien plus encore. Puis pour suivre toutes nos actualités, nos autres projets, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir aussi soutenir notre organisme de plein de manières, soit en faisant des dons ou en devenant membre, parce que Les Trois Sexes, c'est une organisation qui est grande et grandiose. À la prochaine!